Le Groenland est la plus grande île du monde. Elle fait plus de 3 fois la taille du Texas. Mais il y a moins d'habitants là-bas qu'à Kalamazoo, dans le Michigan. Pourquoi ? Vous pourriez penser que c'est évident. Il fait froid, c'est isolé, c'est en gros un énorme glaçon. Mais la véritable histoire est bien plus compliquée. Alors explorons ce géant gelé, et voyons ce qui pousse les gens à rester ou à partir. Et si vous aimez ces explorations cartographiques hebdomadaires, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que mon plan de retraite, pour l'instant, c'est surtout de rêver. Le Groenland vous a menti. Ce n'est pas si vert que ça. C'est plutôt d'un blanc éclatant. 80% de l'île est recouverte de glace. Mais pas n'importe quelle glace. Une calotte glaciaire pouvant atteindre jusqu'à 3 km d'épaisseur à certains endroits. La moitié de la hauteur du mont Kilimandjaro, mais beaucoup plus froid et plus plat. Il y a de la terre en dessous, ainsi que des montagnes, des canyons et plein d'autres reliefs. Mais pour l'agriculture, oubliez ça. Il s'avère que l'équipe de marketing en a trop fait. Le Groenland était vert il y a 2,5 millions d'années. Et maintenant, tout comme cette fameuse rumeur sur Walt Disney, toute cette verdure est restée cryogénisée depuis lors. Les glaciers du Groenland servent aussi d'usine à icebergs. Ils larguent d'énormes blocs dans l'Atlantique Nord, obligeant les navires à jouer à l'esquive. Titanic ? Oui. On va dire que c'est la faute du Groenland. Les icebergs peuvent être aussi hauts que des immeubles d'appartements à New York. La grande différence, vous n'avez pas besoin de 6 colocataires pour vous en payer un. Et souvenez-vous, ce n'est que la partie émergée. 90% de l'iceberg est encore sous l'eau. Les icebergs ne font pas que couler des navires. Ils coulent aussi le commerce du Groenland. Enfin, en quelque sorte. Mais je reviendrai sur ce problème de taille d'iceberg plus tard. Sur l'île, les habitants se serrent sur une fine bande côtière. Mais le Groenland est immense. Plus de 2 164 000 km². La terre libre de glace représente tout de même la taille de la Suède, mais sans Ikea. Et même cette fine bande côtière, certaines parties sont inutilisables aussi. Le sud-est est tellement inhospitalier que même la faune l'évite. Et comme c'est là que les Européens ont débarqué en premier, ils ont pensé que le Groenland était sans espoir. Quand on fait fuir les colonisateurs les plus agressifs de l'histoire, c'est que la géographie fait bien son travail. Dans ces communautés côtières, les gens vivent de la pêche, et encore de la pêche. Ah, et de la chasse à la baleine. Donc, de la grande pêche. Il s'avère que le Groenland n'a pas beaucoup d'industrie pour le maintenir à flot, sauf une qui est surprenante. Mais cela pourrait en fait être un casse-tête. Restez avec moi pour découvrir ce problème. Même le règne animal tourne le dos au sud-est du Groenland. Les bœufs musqués, ils sont bien au nord. Les caribous, il y en a plein à l'ouest. Mais dans le sud-est, rien du tout. Rien que de la glace et une ambiance morose. Même le petit lièvre arctique ne veut pas s'installer ici. Pourquoi ? Eh bien, pour commencer, cette partie du Groenland reçoit des quantités de neige énormes. Et on ne parle pas d'une petite journée de neige. On parle de 11 milliards de tonnes de neige. Tout cela est tombé lors d'une méga tempête en mars 2022. Il a tellement neigé au Groenland que cela a brièvement arrêté la fonte de la calotte glaciaire de l'île. Prends ça, le changement climatique. Alors, pourquoi les tempêtes frappent-elles ici ? Les courants locaux venant du sud-est dirigent en gros chaque tempête directement vers cette région. Les vents, les rivières atmosphériques, la neige, tout arrive toujours au même endroit. En plus des blizzards, le sud-est du Groenland subit aussi des vents descendants. Imaginez de l'air super refroidi qui décide que la gravité est un jeu amusant et se précipite vers l'Atlantique, frappant la côte avec la force d'un ouragan. Les scientifiques appellent ces vents des vents katabatiques. Les habitants les appellent pitarak, ce qui signifie « vent qui t'attaque ». Tous les autres les considèrent simplement comme une raison de déménager n'importe où ailleurs. Ces vents retournent des navires et déclenchent des avalanches. Sur la côte, on ne s'installe pas vraiment, on réserve juste sa tombe. Pas étonnant que les animaux s'éloignent. D'accord, tu n'as pas toujours de vent violent dans cette partie du Groenland, mais quand il y en a, ils peuvent te renverser parce qu'ils atteignent 260 km à l'heure. Un événement Pitarak en 1970 a détruit la moitié de la ville de Tasiilaq. Rien d'étonnant, puisque ce sont des vents équivalents à un ouragan de catégorie 5. En gros, le dieu du vent du Groenland s'est réveillé et a choisi la violence. Au moins 15 fois par an, les vents dépassent les 65 km à l'heure, parfois bien plus. Mauvaise nouvelle pour ceux sur leur passage. Quand les vents du sud-est traversent la calotte glaciaire et descendent le versant ouest, on les nomme vents fine. Ils peuvent faire grimper les températures hivernales de 20 degrés Fahrenheit. La vie sur la côte ouest passe d'un froid à vous faire perdre des membres à un froid qui ne vous fait perdre
queue, les doigts. C'est pour cela que des gens parviennent à vivre sur la côte ouest et sud-ouest du Groenland. Parviennent, étant le mot clé. C'est vivable, pas vraiment confortable. Mais ce n'est pas seulement la géographie du Groenland qui pose problème. C'est aussi son emplacement. Vraiment, mais très éloigné de, tout. Le Groenland est resté coincé entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique Nord. La masse terrestre la plus proche est le Canada, mais pas le Canada de Toronto ou de Vancouver. C'est plutôt le Canada de la toundra et des tempêtes de neige balayées par le vent. La Norvège arctique et la Suède ont l'Europe. Elles sont reliées à des autoroutes et des ports. Le Groenland, lui, n'a que l'océan. Beaucoup d'océans. La ville canadienne la plus proche du Groenland, Iqaluit. Vous en avez déjà entendu parler ? Probablement pas. Elle compte une population d'environ 7400 habitants. Ce n'est pas vraiment une ville en plein essor. Et même Iqaluit se trouve à près de 800 km de la capitale du Groenland. S'y rendre est aussi un défi. Ce n'est pas un trajet quotidien, c'est une épreuve. Vous devez traverser certaines des eaux les plus orageuses de la planète. Rafales, vagues scélérates, et un rappel constant que la mer ne veut pas de vous ici. En hiver, plus de 10% des vagues dépassent 3,5 mètres, soit plus du double d'une personne moyenne, sauf si vous n'êtes pas bien grand. Je vous vois d'ici, de là-haut. Imaginez naviguer sur des mers déchaînées et une eau glaciale. Tombez à l'eau, et la température est entre -1 et 6 degrés Celsius. C'est l'hypothermie en moins de 10 minutes. L'hypothermie vous fait perdre connaissance. Bonne chance pour nager le petit chien dans des vagues de plus de 3 mètres en étant inconscient. Et ça, c'est avant de parler des icebergs de plusieurs tonnes. Le poids moyen d'un iceberg dans la région des Grands Bancs est de 100 000 à 200 000 tonnes, et il a la taille d'un immeuble de 15 étages, et ça, c'est juste pour les icebergs ordinaires. Les plus gros ne plaisantent pas. Certains pèsent jusqu'à 10 millions de tonnes. L'un d'eux s'est même arrêté près d'une ville du Groenland il y a quelques années. Des tempêtes, de l'eau glacée, des icebergs de la taille de la tour de Pise qui pèsent plus que 8 statues de la liberté. Ce ne sont pas vraiment des routes maritimes idéales. Voilà pourquoi le Groenland est aussi connecté qu'un vieux téléphone à clapet. Malgré les transports et technologies modernes, on pourrait croire qu'y accéder serait plus simple, non ? Non ? Eh bien, tu serais surpris. Le temps au Groenland change plus vite que ta liste Netflix. Le brouillard, les vents et les tempêtes glacées arrivent en quelques heures. Les vols sont souvent retardés ou annulés pendant des jours. Même Nuuk, la capitale, est clouée au sol par les tempêtes côtières, et les bateaux ne peuvent pas servir de solution de secours pendant les mois d'hiver. Mais j'y reviendrai. Honnêtement, c'est impressionnant que quelqu'un soit venu au Groenland au départ. Les premiers paléo-inuits sont arrivés il y a 4 à 5 000 ans. Le peuple Sakak est arrivé vers 2500 avant Jésus-Christ, puis a disparu vers 800 avant Jésus-Christ. Personne ne sait vraiment pourquoi. Au fil des années, au moins 6 cultures inuites différentes sont venues puis reparties. De plus, des aventuriers nordiques dirigés par Éric le Rouge, visiblement en manque d'idées de vacances, ont tenté leur chance au Groenland à un moment opportun. Ils sont arrivés lors de la période chaude médiévale, quand l'ensoleillement accru et moins d'éruptions volcaniques rendaient les hivers de l'Atlantique Nord très doux. Cela rendait le Groenland presque habitable. La calotte glaciaire s'est faite discrète pendant un certain temps. Quand Éric le Rouge a débarqué dans le sud du Groenland, c'était en fait un peu vert. Peut-être qu'il ne mentait pas complètement, mais il avait aussi besoin d'un argument de vente. Venez au Groenland sonne bien mieux que l'île du malheur gelée. Alors il a fait la promotion du Groenland en Islande et a convaincu des gens de le rejoindre. Ils sont arrivés pour découvrir l'un des endroits les plus froids de la Terre. Surprise ! Entre 1400 et 1500 après Jésus-Christ, les Norrois avaient disparu. La période chaude s'est terminée et le froid est revenu. Cela signifiait que leur économie s'est effondrée. Leur principale source de revenus, c'était l'ivoire de morse. Mais l'Europe est passée à l'ivoire d'éléphant et le Groenland était fini. Les Vikings n'avaient aucune chance. Ils n'avaient ni les outils, ni les compétences, ni le savoir que les Inuits avaient mis des siècles à perfectionner. Et ils n'étaient pas seuls. Aucune civilisation extérieure ne savait vraiment comment survivre là-bas. Les Vikings avaient la vie facile. Le Gulf Stream gardait leurs eaux ouvertes toute l'année. Le Groenland, pas de chance. La mer gelait complètement. Les Inuits se sont adaptés de façon brillante. Ils ont inventé le kayak, filant entre les plaques de glace pour chasser les phoques. Quand l'hiver fermait finalement la porte, ils changeaient simplement de tactique. Les Inuits ont fait de la chasse aux phoques un art. Leurs chiens repéraient les trous de respiration, puis les chasseurs plaçaient un lièvre dessus. Quand il bougeait, un phoque était tout près. S'il ne voyait rien, il collait une oreille contre la glace et écoutait pendant des heures.
Les gens étaient bien plus patients avant Internet. Une fois que le phoque apparaissait, ils le harponnaient avec un harpon à tête pivotante. Celui-ci a été inventé il y a plus de 1000 ans. La tête restait coincée dans le phoque et la hampe se détachait. Soudain, c'était une vraie lutte sur la glace, bien plus intense que dans la cour de récré. Franchement, ça paraît trop épuisant pour un simple repas. Pas étonnant que personne ne veuille s'y installer. Pendant ce temps, les Vikings essayaient encore de comprendre comment ne pas mourir dans les congères. Les Inuits étaient aussi meilleurs pour gérer les prédateurs, comme les ours polaires. Aujourd'hui, il y a 4400 ours dangereux qui rôdent, 1 pour 10 Groenlandais. Je n'aime pas trop ces statistiques. Les Inuits fabriquaient des arcs à partir de cornes de bœuf musquées, assez solides pour abattre un ours polaire. Les Vikings, malgré leur réputation de redoutables pillards, la plupart étaient juste des fermiers avec des épées. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'agriculture ne fonctionne vraiment pas ici. Même les vêtements des Inuits étaient meilleurs. Les femmes utilisaient la fourrure de caribou, qui était vraiment incroyable, et elle protégeait bien mieux du froid que les vêtements en laine des Vikings. Quand la température descend à moins 40 degrés Fahrenheit, cette différence n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de survie. Les femmes inuites cousirent des vêtements avec des tendons en double rangée de petits points. Mouillés, les tendons gonflèrent et scellèrent les coutures, assurant l'imperméabilité. Pendant ce temps, les Vikings débattaient sûrement si la laine mouillée était résistante aux intempéries. Les Inuits ont conçu armes, vêtements et techniques de chasse sur des générations. Les Norrois, eux, sont venus avec du matériel agricole et des pulls en laine. Devinez qui a survécu le plus longtemps. Pour eux, le Groenland n'était pas seulement épuisant, c'était un billet express pour le Valhalla. Les Thuléens sont arrivés dans les années 1200 et ont supporté les conditions qui ont anéanti les Norrois. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui. Environ 88% de la population du Groenland est inuite. Survivre signifiait vivre dans de petites communautés dispersées. La glace, le peu de terres agricoles et le froid extrême du Groenland rendaient les grandes colonies impossibles. Les Inuits y prospèrent, grâce au climat et à la culture alimentaire locale. Pour les autres, la vie ici est plus dure. Les Inuits sont-ils juste plus résistants ? Leur gène leur offre peut-être une résistance au froid, comme des sous-vêtements thermiques intégrés. Une étude montre que les Inuits ont des variantes génétiques leur permettant de produire de la graisse brune, génératrice de chaleur. Tant mieux pour eux. La plupart d'entre nous n'ont que la variété inutile qui reste là à nous rappeler qu'on devrait probablement manger une salade. Les scientifiques pensent que les Inuits ont hérité de ces gènes des Denisoviens, une branche de l'humanité qui s'est séparée il y a un demi-million d'années. Les Inuits ont gagné à la loterie génétique avant que les Denisoviens ne disparaissent. Le reste d'entre nous a aussi de la graisse brune, mais surtout à la naissance. Bon à savoir, un bébé de 3 mois supporte mieux le froid que nous. Le régime alimentaire des Inuits n'est pas vraiment du champ à l'assiette. Ce sont des baleines, des phoques et du poisson. Heureusement, ils ont des mutations génétiques qui leur permettent de métaboliser les acides gras oméga 3 provenant de ces animaux. Moi, j'ai DoorDash en raccourci sur mon téléphone. Pratiquement 100% des Inuits du Groenland possèdent un de ces gènes, et 15% des Chinois Han aussi. Les Européens, à peine 2%. C'est pourquoi Brie et Parmesan s'accrochent au tour de taille européen comme du film étirable. Vous voulez toute l'explication scientifique à ce sujet ? Dites-le moi dans les commentaires. Bref, ces gènes permettent aussi aux Inuits de rester en bonne santé avec un régime riche en graisse. J'ai essayé de faire pareil, et maintenant mon médecin m'ignore. Alors, quel est le lien avec la petite population du Groenland ? Parce que les Inuits sont les seuls vraiment faits pour y vivre. Il n'y a qu'environ 150 000 à 160 000 Inuits dans le monde. Un tiers vit déjà au Groenland. Pour tous les autres, le froid, l'alimentation, les conditions, c'est comme si l'île elle-même disait « N'insistez pas ». C'est pourquoi les Norrois sont partis alors que les Thuléens sont restés. Ce n'est pas que les Européens n'ont pas réessayé au Groenland. En 1500, l'explorateur portugais Corte Real est parti à la recherche d'un passage du nord-ouest. Quand il est arrivé au Groenland, tout était recouvert de glace. Il a donc fait un détour par Terre-Neuve, puis il est rentré chez lui en se plaignant des mers gelées du Groenland. C'était le premier avis, une étoile sur Yelp au monde, ce qui a découragé les autres Européens. Mais le Portugal a revendiqué le Groenland pendant un certain temps, en 1499 l'appelant Terra del Lavrador. Ils ne l'ont pas gardé. 2 siècles plus tard, le Danemark est intervenu, et techniquement, le Groenland fait toujours partie du Danemark, même s'il bénéficie d'une large autonomie. C'est comme vivre chez ses parents tout en payant ses factures. Le missionnaire danois Hans Agad est arrivé au Groenland à la recherche des colons nordiques, qui étaient déjà partis depuis 200 ans.
C'est dire à quel point le Groenland était isolé. Le Danemark l'a ensuite pris au Portugal sans aucune résistance, principalement parce que personne ne faisait la queue pour coloniser un désert glacé sans terres agricoles. Les Danois ont eu la chance inverse des Vikings. Éric le Rouge est arrivé pendant la période chaude médiévale. Le soleil brillait, l'herbe était plus verte. Ansagad est arrivé en plein milieu du petit âge glaciaire. En 1776, le Danemark a imposé au Groenland un monopole commercial qui a duré jusqu'en 1950. Et il y a une raison à cela. Pas de coton, pas de tabac, pas d'or, juste de la glace. Pas vraiment le genre de colonie que l'Europe se disputait. Le Groenland possède cependant beaucoup de minéraux précieux, surtout pour les industries d'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas non plus aidé à stimuler l'économie. J'y reviendrai dans une minute. Dans les années 50, le Danemark a décidé de moderniser le Groenland. La modernisation a forcé les gens à quitter leur village côtier pour s'installer à Nuuk. Pourquoi ? Pour les rendre plus danois. Le résultat ? L'effondrement des communautés inuites traditionnelles. Ah, et tout un tas de problèmes générationnels. Le Groenland a le taux de suicide le plus élevé au monde. Il s'avère qu'on ne peut pas simplement raser des siècles de culture et s'attendre à ce que tout le monde en soit heureux. Aujourd'hui, la capitale Nuuk est de loin la plus grande ville. 40% de la population du Groenland y vit. Et en 2023, il y avait environ 19 800 habitants. C'est moins que la moyenne d'un concert de Taylor Swift. Sa densité de population est de 0,36 habitants par mile carré. C'est l'endroit le moins densément peuplé au monde. Le deuxième est la Mongolie, avec 5,5 habitants par mile carré. C'est plus de 15 fois plus dense que le Groenland. Et la Mongolie est principalement composée de déserts, de steppes et de descendants de Gengis Khan. Mais bon, au fond, ne le sommes-nous pas tous ? Le Groenland se trouve à côté des régions les plus au nord du Canada. Autrement dit, l'endroit où presque personne ne vit. Autrement dit, le pays de la toundra. Même sa pointe sud est alignée avec la douce Anchorage, en Alaska. Ce n'est pas vraiment palmiers et cocktails. Pas étonnant qu'Éric le Rouge ait manipulé les gens pour les convaincre de s'y installer, car les 2/3 de l'île sont au-dessus du cercle polaire arctique. Les hivers arctiques sont brutaux, descendant parfois jusqu'à moins 50 degrés Celsius la moyenne, moins 12 degrés Celsius entre janvier et mars. Et les étés à Nuuk peinent à atteindre 8 degrés Celsius. La température moyenne annuelle dans la capitale, moins 0,5 degrés. Le genre de climat qui anéantirait la moitié de Los Angeles. Et voici une autre raison. Les gens ne se pressent pas sur les côtes du Groenland. Il pleut à peine dans le nord. Le nord-est est techniquement un désert arctique. Il y tombe moins de pluie que dans le Sahara. Et il y a encore moins de chameaux. Dans le sud, où vit la majorité des gens, c'est bien mieux. Environ 90 cm de précipitations par an, soit autant qu'à Chicago. Dans le sud plus humide, l'agriculture reste très difficile. La seule chose qui fonctionne, ce sont les moutons, et seulement à l'extrême sud du Groenland. Et puis il y a le sol, qui est de mauvaise qualité. En 2022 seulement, 0,6% des terres du Groenland étaient utilisées pour l'agriculture. C'est ainsi l'un des pays comptant le moins de terres arables au monde. Au moins, il est reconnu pour quelque chose. Les glaciers ont vraiment marqué le Groenland. Ils ont enlevé presque tout le sol, ne laissant qu'une roche aussi dure que du béton, un substrat rocheux. Dans le sud et l'ouest, on jardine littéralement sur de la roche solide. Ici, le sol a 3,8 milliards d'années. C'est super pour se vanter en géologie, mais terrible pour l'agriculture. Bon, je suis peut-être un peu dur avec le Groenland. Il y a un peu de terre dans le sud. Décrite comme acide et à texture grossière, elle a aussi peur de l'eau. Super. Une étude menée sur 23 sites cultivés dans le sud du Groenland a révélé que 99% étaient hydrophobes. 98% étaient extrêmement hydrophobes. La terre du Groenland a quelques problèmes d'engagement. Cela a rendu une autre ressource très difficile à cultiver et à trouver au Groenland. Regardez une vue aérienne du Groenland. Vous remarquez quelque chose qui manque. Les arbres. La Banque mondiale indique que seulement 0,00054% du Groenland était couvert de forêt. En gros, il n'y a que la vallée de Tingwa dans le sud. Un pourcentage si faible que la plupart des rapports l'arrondissent à 0. Savez-vous pourquoi ? Ce n'est pas le froid. Le substrat rocheux exposé et le manque de sol de qualité en sont des raisons. Vous voulez une autre explication ? Le Groenland est bien trop éloigné de tout voisinage riche en graines. En Russie, les oiseaux et le vent peuvent répandre des graines depuis des régions luxuriantes à travers le pays.
Le voisin le plus proche du Groenland, c'est la toundra canadienne. Pas vraiment un généreux donateur de graines. La verdure la plus proche se trouve à 800 km à Iqaluit et à près de 1400 km à Terre-Neuve et Labrador. C'est bien trop loin pour que les oiseaux ou le vent rendent service au Groenland. Pas d'arbres, donc pas de bois, et pas facile de faire du feu. Mais les Inuits avaient une astuce. L'huile tirée de la graisse de phoque. Elle gardait leur maison éclairée et chaude. Oubliez l'expression « utiliser chaque partie du bison ». Eux, utilisaient chaque partie du phoque. Donc, il y a peu d'agriculture, pas de bois. Quelles autres industries le Groenland soutient-il? Excellente question. La réponse est « pas grand-chose ». Encore une raison pour laquelle les gens n'y vivent pas. Il n'y a tout simplement pas assez d'activités économiques ni d'emplois pour les soutenir. La première industrie, c'est la pêche. Le poisson et les produits à base de poissons représentaient 87% des exportations du Groenland en 2019. Les phoques et les baleines ne peuvent pas être exportés en raison de leur statut protégé. Ils doivent être consommés localement. Et il y a un quota sur le nombre qui peut être chassé, ce qui signifie que le Groenland importe presque toute sa nourriture. Résultat, l'un des endroits les plus chers au monde pour vivre. Le coût de la vie est 44% plus élevé qu'aux États-Unis. Pour une famille de 4, plus de 6 000 $ par mois hors loyer. Et le lait, 10 $ le gallon. Bienvenue au Groenland. Et c'est logique, rien ne peut être produit localement. Il y a à peine des infrastructures pour le transporter. Les navires de ravitaillement nord-américains et européens doivent faire un détour pour livrer ici. Le Groenland n'est pas seulement isolé, c'est un vrai cauchemar logistique. Environ 17,4% des foyers des Groenlandais vivent dans la pauvreté. Mais avoir du mal à joindre les deux bouts n'est pas nouveau ici. Il y a peu d'industrie, une forte dépendance aux importations. Le Groenland est un endroit difficile pour survivre depuis des siècles. Demandez donc aux Vikings. Ah, attendez, vous ne pouvez pas. Ils sont partis. Le gouvernement groenlandais travaille à développer son secteur touristique, mais il y a un problème. Personne ne pouvait s'y rendre directement en avion. Jusqu'en novembre 2024 au moins, la nouvelle piste et le nouveau terminal de Nuuk permettent enfin aux vols internationaux d'atterrir pour la toute première fois. C'est vraiment la première étape pour attirer le tourisme. Il y a des projets d'ouverture de 2 autres aéroports en 2026, dont un autre aéroport international à Ilulissat. Cela a représenté 141 000 visiteurs en 2024 principalement grâce au tourisme de croisière. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est presque 3 fois la population de l'île. Le tourisme représente 4,9% du PIB du Groenland. Il emploie 6,2% de sa population. Les aéroports ne sont pas seulement pratiques pour les touristes, ce sont des outils de survie pour les habitants. Les routes? Oubliez ça. La plus longue route du Groenland mesure seulement 35 km. Construite par Volkswagen comme piste d'essai par temps froid, elle ne sert pas à faire ses courses. De nos jours, ce sont les touristes qui l'empruntent. Les habitants ne l'empruntent pas. À Nuuk, il y a plus de bateaux que de voitures, et seulement 5,3% des Groenlandais en possèdent une. Et on comprend pourquoi. Les routes groenlandaises ne mènent nulle part, littéralement. Elles existent seulement à l'intérieur des villes, et s'arrêtent simplement à la périphérie. Même le bitume abandonne. Les options en étaient avions, bateaux et hélicoptères. C'est plutôt horrible pour ceux qui ont peur de l'avion. Certaines localités n'ont pas de piste pour les avions. C'est pourquoi on utilise des hélicoptères pour les zones plus petites. En hiver, les bateaux sont presque inutilisables à cause des pièges mortels de glace flottante partout. Les motoneiges et les traîneaux à chiens deviennent le principal moyen de transport. Plus pratique, moins risqué de couler. Ne vous attendez pas à trouver de train. Le Groenland a moins d'habitants que Flagstaff en Arizona. On ne construit pas d'autoroute pour des villes fantômes sur la glace. L'isolement du Groenland fait que même Internet est un luxe. L'île possède seulement 2 câbles Internet, vers l'Islande et le Canada. Il n'y a que le satellite. Si vous n'avez pas de chance et que vous vivez dans le nord, le résultat. Un accès à Internet qui coûte entre 115 et 158 $ par mois, soit presque le double de la moyenne américaine. Et ça met encore du temps à charger. Le gouvernement du Groenland voit l'exploitation minière comme sa prochaine grande industrie. Le problème, c'est que les puissances étrangères s'y intéressent soudainement beaucoup. Rien ne rend une petite population aussi nerveuse que de réaliser qu'elle vit sur une terre que le monde entier veut soudainement exploiter. L'immense calotte glaciaire de l'île fond, perdant jusqu'à l'équivalent de 110 millions de piscines olympiques chaque année. De plus en plus de minéraux deviennent accessibles chaque année. Le Groenland n'est pas qu'une question de pétrole et de gaz, il possède un trésor d'éléments essentiels à la vie moderne.
graphite, lithium et terres rares. Les mêmes matériaux dont on a besoin pour les Tesla, les éoliennes et de nombreux équipements militaires. Actuellement, la Chine détient un monopole. 72% des importations américaines, 100% de celles de l'Europe. Soudainement, le Groenland devient très attractif, mais accéder à ces minéraux n'est pas si simple. La plupart sont encore enfouis sous la glace, sous la roche. L'île a très peu de main-d'œuvre, presque pas d'infrastructures et des règles environnementales plus strictes que la liste de tâches de ta mère, et l'exploitation minière, c'est salissant. Bien sûr, quand le changement climatique fera fondre la glace, l'exploitation minière sera facile. Mais d'ici là, on sera probablement tout mort. Attends, d'autres endroits froids et glacés s'en sortent très bien. L'Islande et l'Alaska sont plus petits que le Groenland, et pourtant ils ont plus d'habitants. Oui, mais l'Islande et l'Alaska ont un autre atout, un meilleur emplacement. L'Alaska est un centre de transport important. FedEx a un immense centre à Anchorage. C'est grâce à son emplacement près du pôle Nord. Les avions peuvent atteindre presque n'importe où dans l'hémisphère nord en 10 heures. C'est aussi relié au continent. L'Islande est en plein milieu de l'Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Elle bénéficie aussi du Gulf Stream. Tu sais, ce courant qui garde l'Europe continentale bien plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Il passe d'abord par l'Islande. Il ne la touche pas directement, mais s'approche beaucoup plus de l'île. En plus, l'Islande a beaucoup d'activités géothermiques pour la garder au chaud. Et cette chaleur permet aux Islandais de cultiver des choses. Aussi, le fait que seulement 10 à 14% de l'Islande soit couvert de glaciers, contrairement aux 80% du Groenland. L'Islande a eu de la chance avec moins de glaciers, donc ses mers ne sont pas aussi encombrées de pièges mortels flottants. Le Groenland ? Pas vraiment. Même aujourd'hui, les icebergs restent des destructeurs de navires. Rien que dans la dernière décennie, le porte-conteneur Mariarctica et le chalutier Tugalik l'ont appris à leurs dépens. Les icebergs ne s'en prennent pas seulement aux gros navires, ils menacent aussi les villages du Groenland. S'ils ne dérivent pas directement vers la ville, ils bloquent les bateaux et rendent la pêche risquée. En juillet 2025, Inarsuit a eu un rappel de combien les icebergs peuvent être gênants. Un iceberg a dérivé dans son port, ce qui pour un village de pêcheurs accessible uniquement par bateau ou par avion n'est pas une bonne nouvelle. Mais 2025 n'était rien comparé à 2018. Un iceberg pesant 10 millions de tonnes s'est échoué juste à l'extérieur de la ville, visible depuis l'espace. Tout le village de 200 habitants a été évacué. L'iceberg aurait pu provoquer d'énormes vagues, semblables à un tsunami. Et c'est le Groenland, tu te souviens ? Les villageois n'ont nulle part où aller à l'intérieur des terres, si cela se produit. Une menace naturelle de plus pour la survie au Groenland. Le Groenland n'a pas eu les avantages de l'Islande. Pas de bonnes terres agricoles ni d'emplacement commercial de choix. Mais maintenant, la glace fond. Et soudain, le Groenland semble pouvoir connaître une saison de culture. Déjà 2 à 3 semaines de plus, peut-être même 100 jours à l'avenir, ce qui serait génial, sauf pour toute cette histoire de sécheresse, typique du Groenland. Les sécheresses causent d'énormes problèmes aux éleveurs de moutons. Les pâturages du Groenland s'assèchent, les fermes ovines diminuent. Le seul éleveur de bovins commercial du pays, Sophos Fredriksen, l'a bien résumé. Aucun nouvel emploi n'a été créé, et l'agriculture est à genoux. Quand toute l'industrie nationale du bœuf se résume à un seul homme, et qu'il agite le drapeau blanc, ce n'est pas bon signe. Il n'y a que 38 éleveurs de moutons dans le pays. Pourquoi les moutons sont-ils si importants ? Ils représentent 99% de la viande d'élevage du Groenland. Sans les moutons, la seule production de viande locale du Groenland serait les mammifères marins et quelques vaches. Alors le Groenland essaie une nouvelle approche, l'agro-tourisme. Les touristes randonnent de cabane en cabane, suivent des initiations à l'agriculture et au travail de la laine, et dorment parfois sur le canapé de l'agriculteur. Tout cela fait partie du programme La Laine du Nord, qui se déroule dans tout l'Atlantique Nord. Le nouveau problème du Groenland, les incendies de forêt. Hyde, l'île de glace prend feu maintenant. En 2017 et 2019, des incendies près de Sisimiut étaient tellement isolés que les satellites les ont repérés avant les habitants. Quand la NASA sait que ta forêt brûle avant même que tu le saches, ce n'est pas bon signe. Les températures élevées ont entraîné plus d'incendies. Le jour de l'incendie de 2019, la température était de 20 degrés Celsius. Cela peut sembler être une douce journée de printemps, mais pour le Groenland, c'est extrêmement élevé. La température maximale normale pour cette région en juillet est de 10 degrés Celsius, et la chaleur, associée à la sécheresse des herbes de la toundra, crée une véritable poudrière. Le changement climatique pourrait offrir au Groenland des étés plus longs et de nouvelles industries, mais il n'attire pas de nouveaux habitants.
Les taux de natalité baissent, les gens continuent de partir. D'ici 2040, la population en âge de travailler devrait diminuer de 16%. Moins de travailleurs, la même quantité de glace. Donc, si vous pensez que personne ne vit au Groenland aujourd'hui, la situation sera encore pire à l'avenir, à moins qu'un changement radical n'intervienne. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.